après l'attentat qui a fait 6 morts dans une mosquée de Québec dimanche. Divers groupes d'extrême droite se sont déjà distanciés de l'événement et on en connaît toujours assez peu sur les motivations du suspect, Alexandre Bissonnette. Mais ce qui reste, c'est que le discours haineux est de plus en plus présent dans l'espace public. On va essayer de voir quelle est la portée de l'extrême droite au Québec. On en parle avec Martin Geoffroy. Il est directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation et prof de sociologie au Collège Édouard-Montpetit. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour. On sait qu'il existe un certain nombre de groupes au Québec, là, Atalante Québec, la Fédération des Québécois de souche, Pegida Québec, etc. Est-ce que tous ces mouvements-là sont isolés ou quelle est leur importance réelle? Est-ce que c'est encore des gens très marginaux? Quelle est leur importance réelle? Ben, ce qui est de ces groupuscules-là dont vous parlez, ce sont des mouvements qui sont quand même relativement marginaux. Mais ceci étant dit, plus largement dans la société, on a des chroniqueurs maintenant dans les médias, on a des gouvernements aussi aux États-Unis, pour ne pas les nommer, qui sont ouverts, qui se font le relais de politiques d'extrême droite, où on pourrait aussi souligner des partis comme le Front National en France. Vous parliez d'Alexandre Bissonnette là dans votre mise en contexte, mais on sait déjà qu'Alexandre Bissonnette, il avait quand même des sympathies pour le Front National et pour Donald Trump. Et même, il y a des gens sur des sites qui voulaient aider les immigrants à immigrer. Il a fait plusieurs commentaires anti-immigration, anti-féministes. Donc, je pense que ces opinions ont été exprimées quand même relativement publiquement, Alexandre Bissonnette, et on peut très bien assimiler ces opinions-là à l'extrême droite. Il a visé une mosquée de musulmans et c'est pas un hasard. Tu sais, on aurait pu dire il est entré dans un centre d'achat et il a visé des gens au hasard. Moi, je trouve que les gens ils prennent ça un petit peu avec des pincettes aujourd'hui. Moi, je pense que clairement, on a un attentat terroriste et on a quelqu'un qui est d'extrême droite et qui a voulu, en ciblant les musulmans, ça suit un peu ses opinions qu'il a déjà mis sur Internet. Anti-immigration, quoi. Quel est le passage qui se fait pour qu'on passe des discours haineux, puis à passer à l'acte comme il a fait? Il y a quand même un grand écart entre les deux, là. Ben, il y a de multiples causes. Il n'y a pas une seule cause. Tu sais, j'aimerais ça vous donner la recette magique. Là. Si on avait la recette magique, ben la GRC puis la SQ, ils seraient bien heureux aujourd'hui, là, puisqu'on pourrait prévenir de tels attentats. Mais il y a des fois, il y a des causes psychologiques. Des fois, il y a des influences de l'entourage. D'autres fois, ben il y a l'environnement social global actuel. On vit dans une société où les positions politiques sont de plus en plus polarisées. Alors, les chercheurs, j'ai quelqu'un dans mon équipe de recherche qui travaille là-dessus, qui dénote, même statistiquement, de plus en plus, dans les médias, dans les partis politiques, des positions de plus en plus polarisées. Et lorsqu'on a des positions polarisées comme ça, des individus fragilisés peuvent sentir qu'il y a un événement qui arrive et qui, là, les met, comme je pourrais dire, vous savez, souvent, les extrémistes de droite sont dans moi, je pourrais dire dans l'impression qu'il y a une guerre, qu'ils sont dans une guerre totale avec l'autre. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion possible. Là. Et moi, je vais vous dire, personnellement, je veux pas faire le prophète, mais moi, j'étais convaincu quand Trump a fait son décret anti-immigration et qu'il a ciblé des pays musulmans, qu'il y aurait des attentats. J'aurais pas cru que peut-être qu'il y en aurait eu au Québec, mais aux États-Unis, j'étais sûr qu'il y aurait des attentats. Mais pour la simple et bonne raison que Trump, en faisant ces décrets-là, va légitimer. Bon, vous savez aussi, c'est la manière de faire de Trump aussi de dire les choses. Oui. C'est proche d'un discours haineux. Ça peut légitimer ces gens-là à passer à l'acte. Parce qu'ils se disent, je suis plus tout seul, il y a des gens aux États-Unis qui vont majoritairement voter pour ce type de politique-là. Trump me dit tous les jours qu'on est en guerre contre l'islam et il pose des gestes. Alors peut-être qu'il peut se sentir à ce moment-là légitimé de poser le geste et je vais participer moi aussi à la guerre, finalement. Mais bon, évidemment, ce sont des individus
particuliers ou des groupuscules particuliers. De là à dire que tout le monde au Québec est en train de tomber dans l'extrême droite, là, il faut pas franchir ce pas-là quand même. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose de particulier au discours d'extrême droite au Québec, ou si c'est le discours qu'on entend en Occident de façon générale? Là, vous avez parlé de Trump, de Le Pen. Est-ce que c'est le même discours ou s'il y a des choses particulières ici? Ben, écoutez, je veux dire, je dirais plutôt le profil type de ce type de terrorisme d'extrême droite. On l'a vu auparavant, on l'a vu avec Dylan Renouf aux États-Unis, sauf que lui, ça se transposait dans une haine contre les Noirs. On l'a vu avec Anders Breivik en Suède, ça se transposait contre la gauche. Alors, généralement, ils sont contre l'immigration, contre la gauche, sont très nationalistes, ils veulent protéger en fait, je veux pas dire la pureté de la race, mais c'est presque ça, là. Bon, c'est quand même du déjà vu. C'est juste que c'est la première fois qu'on en a un au Québec qui passe à l'acte. C'est ça qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas. Moi, je pense pas que c'est unique au Québec là, et que il y a des particularités. Ben, la particularité qu'on pourrait avoir au Québec, c'est que ça relève d'un nationalisme québécois exacerbé, là, pour ainsi dire, xénophobe. Mais bon, vous avez la même chose pour le nationalisme américain, la même chose pour le nationalisme européen, etc. Là. Ouais. Vous disiez, M. Trump a légitimé ces gens-là jusqu'à un certain point. Est-ce qu'on doit craindre que, au fur et à mesure que l'administration Trump prend d'autres décisions du même ordre, si elle en prend, que ça réveille justement ce genre de personnes-là? Oui, on doit le craindre. Moi, je pense que c'est une crainte légitime, moi, que j'ai aujourd'hui, parce que, remarquez, vous regardez déjà la situation aux États-Unis, vous avez des manifestations tous les jours. Est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va se calmer? Mais moi, je peux vous dire que M. Trump, lui, il chôme pas. Hein? Il a des décrets tous les jours. Alors, à un moment donné, on est presque aux États-Unis dans un état de pas conspirationniste, mais dans un état de révolution permanente ou en fait de division de la population littéralement en deux camps très polarisés. Et moi, je peux vous dire, mes étudiants dans mes classes, quand Trump a été élu, là, ils avaient très peur. Là. Ils percevaient Trump comme quelqu'un qui allait polariser et diviser. Et écoutez, moi, je les avais rassurés à l'époque en leur disant, écoutez, c'est pas si pire que ça, le Congrès va nous protéger. Et je suis obligé d'admettre que depuis qu'il a commencé sa présidence, tous les jours, il me surprend. Et ça fait 11 jours seulement, oui, effectivement. Martin Geoffroy, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, au revoir. Au revoir. Le quotidien Le Devoir nous apprend ce matin qu'en septembre dernier, un groupe de musulmans québécois avait rencontré le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, pour sonner l'alarme. Ils l'ont alerté au sujet de la multiplication des crimes haineux et les groupes d'extrême droite islamophobes. J'en parle avec Haroun Boisy, coprésident de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. Monsieur Boisy, bonjour. Bonjour. Vous étiez de cette rencontre de septembre avec le ministre. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit précisément? Est-ce que vous aviez le sentiment qu'il y avait déjà plusieurs indices qui annonçaient qu'une telle attaque pouvait avoir lieu contre un centre de culte musulman? Qu'une telle attaque particulièrement, non, mais on avait vu clairement qu'il y a une accumulation, que ce soit d'actes de haine contre une énorme partie des mosquées. Il faut comprendre que 100% des mosquées de la région de Québec ont été victimes d'actes de haine. Il faut aussi comprendre qu'il y a eu, par exemple, des impacts de balles de plomb sur la devanture les fenêtres d'une boucherie à Sherbrooke, oui. Une école à NDG, une école musulmane à NDG, des balles de plomb. Donc, c'est sûr que la violence, on la sentait monter, sans compter les groupes d'extrême droite, nationalistes, identitaires, qui ont invité des néo-nazis à venir prendre la parole ici, qui ont commencé à se former en association, qui ont pignon sur rue, qui ont organisé des manifestations à Québec ou à Montréal. Et donc, on était très inquiets. On était aussi très inquiets parce que les agents de dialogue, comme les porte-paroles, des gens qui parlent sur les questions d'égalité, d'islamophobie ou de racisme, ont pratiquement tous été intimidés par des milliers de messages de haine sur les médias sociaux
sans compter malheureusement aussi des menaces directement, des menaces de mort. Comme vous, j'imagine, Monsieur Boisy. Comme moi, effectivement, et dans ces cas-là, la police, jusqu'à très récemment, n'a jamais pris sérieusement ces menaces de mort. Moi, j'en ai reçu 6 et j'ai porté plainte. Et dans la plupart des cas, les enquêtes, alors qu'on connaissait le nom, le prénom des gens et que j'ai été menacé clairement, par exemple d'une balle entre les 2 yeux ou du peloton d'exécution ou des choses très 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 violente, mais l'enquête a rien donné, alors que ce soit faute de preuves ou alors carrément pour un laxisme. Et je pèse mes mots. Il faut comprendre que les institutions de M. Coiteux, les institutions de sécurité, ont été au moins complices de manière passive de la montée. Vous savez, on a des chiffres, par exemple, par rapport aux incidents haineux, aux actes haineux qui nous viennent de la police. Il faut comprendre que la tête de porc qui a été livrée à la mosquée n'a pas été comptée comme incident haineux. Il faut compter qu'à Sept-Îles, par exemple, quelqu'un a saccagé une mosquée, mais saccager une mosquée, la personne qui a été arrêtée n'a pas été comptabilisée comme acte haineux, que quelques semaines après, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre le feu dans une mosquée et la personne qui a été arrêtée encore une fois, c'est comme si c'était par hasard que c'était une mosquée. Donc c'est sûr que nous, on ne pense pas qu'aujourd'hui les institutions sécuritaires sont formés, sont assez bien formés. On pense que M. Coiteux a un rôle à jouer par rapport à ça d'un point de vue sécuritaire, mais aussi il y a une autre chose très importante, il y a eu toutes ces questions par rapport au zonage, où on a interdit, où on a plongé la suspicion vers n'importe quel lieu de culte, jusqu'à par exemple à Terrebonne ou à Mascouche, où il y a une interdiction totale de la moindre mosquée à l'intérieur de ces 2 mairies. De mosquées additionnelles, je pense, hein? Oui, mais il n'y en a aucune. Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la seconde où il y a eu une demande de mosquée, ils ont dit, voilà, on interdit tout nouveau lieu de culte, on garde nos 6 églises, et c'est réglé. Donc, évidemment, toute cette accumulation de choses et le fait que nos élus ne sont jamais sortis pour dire, faut pas avoir peur, toute cette suspicion envers les mosquées n'a pas lieu d'être, les musulmans sont des citoyens comme des autres, comme des Québécois comme des autres, et ont le droit à des lieux de culte. Nous, on pensait que M. Coiteux, à l'époque, on lui a donné 6 recommandations, qu'il avait un rôle actif à jouer dans la lutte contre l'islamophobie. Alors, comment a-t-il accueilli vos recommandations? Écoutez, à l'époque, il était vraiment à l'écoute. Il y a plusieurs choses dont il n'était pas question. On a parlé aussi, par exemple, des cimetières. Il faut comprendre que la plupart des municipalités refusent d'avoir des cimetières musulmans sur leur territoire. Le seul endroit où on a le droit d'avoir un cimetière aujourd'hui, c'est Montréal. C'est à Laval, en fait. Et donc, on parle de mourir dans la dignité. Même mort, on n'est pas capable d'être dans la dignité, parfois, au Québec. Donc, on lui a aussi parlé de ces questions-là qui reviennent de sa juridiction, parce qu'il est aussi ministre des questions municipales. Il y avait une réelle écoute, il y avait parfois un étonnement. On était content de ce dialogue, mais il n'y a eu aucun suivi par rapport à ce qu'on lui a donné comme recommandation. Et donc, il n'a pas pris d'engagement, il ne vous a pas fait de promesse? Il nous a promis qu'il en parlerait il a des réunions apparemment avec les différentes régions, etc. Nous, on n'en a plus jamais entendu parler, non. Parmi les recommandations que vous faisiez, vous en avez évoqué 2, entre autres que les mosquées soient mieux sécurisées. Est-ce que les gens de la communauté ont vu une amélioration sur ce plan-là de la sécurité autour des mosquées après cette rencontre? Alors, je ne saurais pas dire, honnêtement. Je peux vous dire que dernièrement, je suis allé dans une mosquée, il y avait 2 policiers à l'intérieur même des salles de prière. Personnellement, moi, je suis mal à l'aise avec l'idée d'avoir des policiers avec des gilets pare-balles dans les salles de prière. Moi, je me sens pas plus en sécurité. Non. Mais c'est une question. Je sais aussi, par exemple, qu'au gouvernement fédéral, qu'ils ont débloqué 100 000 $ par mosquée à hauteur donc la mosquée paierait 50% des investissements pour la sécurité, les caméras, etc. et l'État fédéral paierait l'autre 50%. Donc il y a des choses qui ont été faites dernièrement. Là, on parle des derniers jours. Et il y avait des choses qui existaient déjà avant. Il faut comprendre que la question de l'islamophobie, ce n'est pas, l'acte, quel que soit avec des caméras ou pas, qu'il y a eu à Québec, on n'aurait pas pu le prévenir comme ça. Il faut le prévenir en réussissant à attaquer le système en tant que tel, le système qui plonge la suspicion sur les mosquées, le système qui fait en sorte qu'on peut se permettre d'inciter à la haine aujourd'hui dans notre société, le système qui fait en sorte qu'il y a des politiciens qui jouent avec le feu, et c'est là où
nos élus ont aussi un devoir moral, c'est de tout simplement prendre la parole et de dire, vous savez, chers concitoyens, vous n'avez pas à avoir peur d'une mosquée qui est au bout de votre rue. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'attentat de Québec contre la mosquée, que les réactions des politiciens, mais aussi l'élan de solidarité populaire qui en a suivi, est-ce que vous pensez que ça va permettre de faire bouger les choses plus rapidement dans la direction que vous souhaitez? Écoutez, on espère, on a vu que on a reçu une avalanche d'amour, et on commence maintenant par exemple à parler des différents messages haineux qui circulent sur Internet depuis les attentats. Moi, je peux vous assurer qu'on n'en a pas reçu un seul, alors qu'on en a reçu périodiquement sur les 3 dernières années en tant qu'association ou même moi personnellement. Il y a un changement clair dans la société québécoise, mais par contre, ça ne suffira pas. Il y a des questions d'éducation, il y a des questions de campagne et de sensibilisation publique ou en contre le racisme ou en contre l'islamophobie. D'une manière, il va falloir nommer le bobo pour pouvoir le contrer. Il y a des questions de visibilité aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a une sous-représentation des minorités racisées, musulmanes ou pas, dans la fonction publique, à la télé publique, oui. Et partout. Et donc, il y a aujourd'hui un problème systémique. Nous, on demande une commission sur le racisme systémique pour comprendre ce système, pour comprendre comment on en est arrivé là, pour pouvoir y apporter une réponse qui est systémique aussi. Merci beaucoup. Monsieur Haroun Boisy, co-président de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité du Québec. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, bonne journée. Cela fera bientôt 10 ans que le gouvernement Charest créait la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, avec un objectif avoué, aider le Québec à composer avec sa diversité. L'attentat terroriste contre le Centre culturel islamique de Québec dimanche nous renvoie brutalement au visage, pour ne pas dire en pleine face, notre échec collectif dans cette atteinte de cet objectif de composer avec la diversité québécoise. Et même s'il ne faut pas remettre en cause tout ce qui a été fait depuis 10 ans, il nous a paru, disons, pertinent de faire le point avec notre invité Charles Taylor, le philosophe et coprésident de la commission Bouchard-Taylor. Voici l'entretien que j'ai enregistré un peu plus tôt aujourd'hui. Monsieur Taylor, bonjour. Bonjour. Alors, comment expliquez-vous ce qui s'est passé à Québec? À quoi l'attribuez-vous? Il y a un niveau où on voit ce genre de phénomène absolument fou et horrifiant dans plusieurs contextes, aux États-Unis, dans toutes sortes de contextes, par exemple. C'était un peu surprenant que ça arrive ici, mais c'est parce que je suis québécois que je ne voulais pas me souvenir de l'événement de Polytechnique, etc. Donc ça peut arriver ici, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir pourquoi cette cible-là et pourquoi ça a été si violent. Et je crois que ça se prépare depuis longtemps à l'Occident parce que l'islamophobie continue de faire des progrès. Et chaque fois que des politiciens respectés dans différents pays utilisent ça ou, disons, ciblent les étrangers ou les immigrants, etc., ça crée une atmosphère où les gens qui ont ces sentiments-là se croient justifiés à ouvrir. Ça peut être simplement verbal, allez-vous-en chez vous, mais ça peut aller jusqu'à la limite avec des jeunes un peu déboussolés. Alors, je vois d'une part que vous n'hésitez pas à parler d'islamophobie. On a entendu des politiciens cette semaine dire qu'il y en avait au Québec sans vouloir dire qu'il y avait un courant islamophobe. Iriez-vous jusque-là? Oui, il y a un courant islamophobe. Et puis, ce n'est pas si grave que dans d'autres pays, peut-être, mais c'est grave et ça continue d'être entretenu, d'une part par des sites Internet, etc., qui répandent des informations sur l'islam, etc., mais aussi par des événements comme l'élection de Trump, comme Brexit, comme tous les agissements des populistes, comme on dit en Europe, Mme Le Pen, Carol Peters. Et il faut dire, chez nous, on a eu notre charte des valeurs québécoises qui joue dans le même sens. Ça se communique l'idée qu'il y a quelque chose qui va mal avec ces gens-là, mais on ne peut pas leur donner les mêmes droits que les autres parce qu'ils représentent un danger. Oui. Et ça entretient. D'ailleurs, c'est clair dans les faits. À chaque fois qu'il y a une campagne de ce genre, il y a une multiplication d'incidents haineux. Oui. C'était le cas
notre charte de 2013, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas de Brexit en Angleterre. Oui, c'est clair. Alors, M. Taylor, ça va faire 8 ans, même plus que 8 ans, que vous avez publié vos recommandations. Est-ce que si elles avaient été appliquées, on aurait empêché un tel acte de se produire, on aurait pu l'empêcher ou au moins réduire les risques qu'il se produisent? Oui, réduire les risques. C'est un mouvement tellement vaste et tellement fort, pas seulement au Québec, mais dans l'Occident, mais on peut peut-être diminuer. Par exemple, nous avions une série de recommandations dans notre rapport parce que nous avons eu cette observation banale que plus les gens se rencontrent, travaillent ensemble, moins il y a ces méfiances envers l'autre. Ce qui veut dire, par exemple, à Montréal, il y a moins de méfiance qu'ailleurs au Québec. Donc, il y avait certains programmes qu'on avait proposés pour que les gens se rencontrent plus, se connaissent plus, etc. Peut-être ça aurait, j'espère, diminué un peu les possibilités de cet acte, mais on est devant une vague très forte. Faut pas se leurrer. Oui. Comment expliquez-vous que nos gouvernements aient été si lents à agir sur vos recommandations qu'en fait, ils n'aient pas vraiment réussi à légiférer pleinement pour donner suite à votre rapport? Il faut demander au gouvernement. Mais je comprends qu'il y avait des difficultés. Ils n'osaient peut-être pas toucher trop à ça parce qu'ils ont espéré, je parle à partir de 2008, parce qu'ils espéraient que ça disparaisse. Mais maintenant, le gouvernement actuel est beaucoup plus, disons, alerté par le fait qu'il est arrivé au pouvoir, justement, dans une élection où la Charte des valeurs était en cause. Je crois qu'il faut poser aussi des actes positifs. Et je pourrais dire que c'est terrible de le constater, mais au moins cet incident horrible a eu l'effet d'une manifestation vraiment impressionnante d'unité et de solidarité dans la société québécoise. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur, faut dire. Et c'est ça, en partie, l'antidote, que ceux qui ne veulent pas que nous glissions dans cette direction-là de la division se répètent constamment que nous sommes unis, que nous allons nous défendre réciproquement nos droits, etc., et qu'on combat très fortement une autre tentative de passer une charte débile sur enlever des droits à des minorités. Alors ça, c'est un acte pas d'un gouvernement, mais d'une société. Sur les causes du fait que les gouvernements pourraient tenter d'expliquer que les gouvernements n'aient pas agi sur vos recommandations, vous aviez dans votre rapport aussi dit qu'il y avait un vif sentiment d'insécurité chez plusieurs Québécois par rapport à leur culture. Est-ce que ceci explique en partie cela, le fait que les gouvernements n'aient pas agi davantage? Peut-être, mais c'est certainement un élément très important. S'il n'y avait pas cette insécurité-là, qui se comprend très bien humainement lorsque une nouvelle population arrive dans n'importe quel pays, s'il n'y avait pas cette crainte qu'il faut essayer d'apaiser avec des explications de ce qui se passe, etc., on n'aurait pas ce problème. Le phénomène général, c'est que dans plusieurs pays occidentaux, il y a ce genre d'inconfort ou d'anxiété, et certains politiciens surfent là-dessus pour se faire élire, comme Trump, avec les résultats que l'on voit. Québec a mis sur pied, dans la foulée de ce qui s'est passé à Val-d'Or, impliquant des policiers et des femmes autochtones, a mis sur pied une commission sur le racisme systémique. Est-ce qu'on devrait l'élargir ou en ouvrir une autre sur l'islamophobie? Je crois que on est à peu près conscient des faits là-dedans. La question est de savoir comment calmer ces craintes, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour ça. On est très nombreux, le nombre d'immigrants est très petit. Normalement, ils arrivent à s'intégrer assez rapidement, à moins d'être ciblés ou visés comme ça. Alors, je crois que nous savons ce qui existe comme danger et comment le combattre. Je voudrais peut-être un versant qui est très important là-dedans, qui était dans notre rapport, c'était le concept d'interculturalisme. Il faudrait essayer de répandre cette idée plus
plus largement. Mais là, je ne crois pas qu'il faille une autre commission d'enquête. Je crois qu'il faut de l'action. De l'action. Et en priorité, vous miseriez sur des exercices interculturels, de rencontres, d'échanges? Oui. Et aussi des manifestations comme celles que nous avons eues ces derniers jours. Heureusement, c'est sorti. C'est-à-dire renforcer le sentiment qu'ont tous les Québécois, je crois, que nous formons une société qui est quand même civilisée, ouverte, où on se respecte. Et des manifestations de ce genre vont renforcer ce côté de l'âme québécoise, si je peux dire. Voilà. Et c'est très important. Vous voyez, il y a des gens qui sont très, très, disons, ambivalents là-dedans. Par exemple, lors de la campagne sur la Charte des valeurs, il y avait des sondages qui disaient que, disons, 50 quelques % des Québécois étaient d'accord. Mm-hmm. Mais on posait une autre question dans un autre sondage. Croyez-vous que les gens devraient perdre leur emploi ensuite de l'adoption de la Charte? Là, c'était 54% dans l'autre sens. Oui. Non. Alors, vous voyez, il y a des gens qui sont des Jekyll and Hyde. Si vous voulez, nous sommes tous un peu comme ça, avec deux côtés de notre caractère, de notre âme. Là, il y a des gens qui sont rendus très anxieux, mais ce qu'on retient vers l'adoption de la Charte, mais il y a cette solidarité de base. Non, je ne voudrais pas que mon collègue, que mon voisin soit congédié. Voilà. Alors c'est là-dessus, sur ces paroles de solidarité, M. Charles Taylor, philosophe et coprésident de la commission Bouchard-Taylor, que je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Grand Angle, avec Lise Bissonnette et Yves Boisvert. Alors, on enchaîne avec nos invités quotidiens, Lise Bissonnette et Yves Boisvert. Bonjour. Bonjour. Les deux. Bon, on va peut-être relancer en finissant avec l'entrevue de monsieur, avec laquelle on a fini tout à l'heure, monsieur Taylor, sur la mise sur pied d'une éventuelle commission sur le racisme systémique au Québec. Il y a quelques intervenants à qui on a parlé aujourd'hui qui le réclament. Est-ce que ce serait une bonne idée? D'après M. Taylor, on a déjà assez parlé, on connaît le problème. Ce ne serait pas nécessaire. Madame Bissonnette? Je dois dire que là-dessus, je suis pleinement d'accord avec M. Taylor. Je comprends pourquoi les gens, parfois, peuvent penser qu'une commission d'enquête est la bonne réponse. On fait souvent maintenant cette réponse-là à toutes sortes de problèmes sociaux qui se présentent. Certains ont besoin d'une commission d'enquête et d'autres moins. Il y a aussi des gens qui rêvent d'une commission d'enquête pour rétablir une fois pour toutes que le racisme systémique existe au Québec. Bon, M. Couillard l'a dit lui-même que ça existe et ça ne peut pas venir de plus haut qu'une personne qui, dans un discours, dit toute société a ses démons, les nôtres sont, entre autres... Et on ne doit pas faire la distinction entre racisme contre les Autochtones et racisme contre les il a dit la xénophobie, l'exclusion, etc. Donc, mais M. Taylor a dit très justement, c'est le moment de passer à l'action, parce qu'on les connaît, les manifestations de ce qu'on appelle le racisme systémique. Ça ne veut pas dire que tous les Québécois sont racistes, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de mécanismes dans la société qui font que s'exerce une discrimination qui n'est peut-être pas voulue, mais qui est là, en fait. Et là, on connaît le plan, en fait, on le connaît, le problème du logement, le problème de l'emploi, le problème du profilage policier, le problème de la prévention qui sort ces jours-ci, de la prévention, de la surveillance des mouvements d'extrême droite, être plus vigilant, etc. On le connaît tout ça. Donc, je crois que le gouvernement en est à un plan d'action, parce que sinon, on va retomber dans la dynamique de groupe qui a été le cas de la commission Bouchard-Taylor, où on cause pendant des mois. Je ne veux pas dire que ça n'a pas été une bonne commission, mais ça a été aussi un exercice de défoulement, et vous l'avez dit vous-même dans l'entrevue avec lui, qui n'a pas mené directement à des actions. Donc, il semblait réticent à reprendre l'exercice, et je peux le comprendre. Vous êtes d'accord avec Yves? Oui, je suis d'accord, parce que cette commission Bouchard-Taylor... en quoi ça consistait?
Ça consistait à dire, écoutez, là, il y a beaucoup d'articles dans les médias et de manifestations dans des groupes politiques au sujet de supposés excès des accommodements raisonnables. Est-ce que vraiment, là, il y a une crise au Québec? Il y a beaucoup de gens inquiets, on monte des affaires en épingle. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Bon, on prend 2 intellectuels respectés, un souverainiste, un fédéraliste, on les assoit ensemble, ils font le tour du Québec, ils engagent des enquêteurs, ils font des revues de presse, ils retracent chaque cas un par un. Conclusion, il n'y en a pas de crise. Il y a des tensions, on est dans une société pluraliste, il y a des choses à faire, mais ça a été rejeté par plusieurs personnes qui ne voulaient pas entendre ça. Et donc, on persiste à répéter qu'il y a une quantité phénoménale d'exceptions qui sont faites pour les minorités. Et c'est pas vrai. Alors, vous voyez, on aurait beau faire une autre commission, à un moment donné, il faut... Et ça a été... Le Parti libéral n'a pas mis en œuvre toutes les recommandations. C'est exact. Mais le Parti québécois a aussi fait en sorte que ça a été un rendez-vous manqué. Pourquoi? Parce qu'on a ridiculisé le rapport dès le jour de sa parution. Ouais. Et pour moi, ça, c'est grave. Quand Pauline Marois a fait des blagues en comparant ça à du Elvis Gratton, non, mais ça a fait déraper les choses. Donc, on a beau faire une autre commission, on est à un autre moment. On est à un autre moment, puis c'est un autre sujet aussi. Ça remonte déjà à une dizaine d'années. Et puis, et donc, le constat a été fait. Effectivement, les réactions au rapport Bouchard-Taylor ont tourné à rien, il faut bien le dire. Sauf qu'on voit depuis quelque temps les gens qui commencent à le relire autrement, si vous voulez. Ça, j'ai remarqué ça dans les commentaires, qu'on revient, on se Jean-François dit... Lisée. Exactement, on commence à le relire autrement. Peut-être qu'il devançait son temps d'une certaine façon, mais il ne faudrait pas que ça serve encore une fois d'exercice. J'ai parlé de défoulement. On l'a assisté durant la commission Bouchard-Taylor à des défoulements incroyables en public. Et aujourd'hui, il y a une espèce de grande catharsis dans la société québécoise où là, je remarque ces jours-ci, je dois vous avouer que je sors de mes gonds un peu là, quand je vois tous ces chroniqueurs, analystes, etc., ils sont nombreux un peu partout, qui disent « Je vous l'avais bien dit, vous m'avez fait dire ce que j'ai pas dit, l'autre chroniqueur a pas tel... » Bon, on est en train de faire un bras de fer. Les gens ne sont même pas encore inhumés. Ils sont des victimes. Et puis, on est là en train de dire, c'est moi qui avais raison sur le racisme et non, et sur l'extrême droite. En fait, j'exagère pas. C'est en train de se produire, en fait. Et je ne voudrais pas qu'une autre commission d'enquête reparte sur ces thèmes-là en disant, on va faire encore une fois une grande psychanalyse du peuple québécois. On va le mettre sur le divan et puis on va voir s'il est... Non, je pense que le moment de passer à l'action est venu et que c'est vers ça qu'on doit se tourner. Le premier ministre a dit qu'il le ferait. Ses discours ont été extrêmement dignes. Il a vraiment parlé d'agir et le moment est venu de le faire. Mais en même temps, on apprend aujourd'hui que M. Coiteux a été rencontré et que 5-6 mois se sont écoulés sans que les gens ont le sentiment que les musulmans aient le sentiment qu'il ait agi. Comme le disait M. Taylor, cette horrible chose qui vient de nous arriver, qui vient d'arriver aux Québécois et particulièrement à la communauté musulmane, bien sûr, cette horrible chose doit mener plus rapidement à l'action. En fait. Il y avait quand même une absence de conscience de l'acuité du problème. Bon, comme il dit, on ne peut pas dire c'est un problème de la Ville de Québec. Je veux dire, tant qu'à ça, aux États-Unis, où il se dit et se publie des choses encore bien plus nombreuses et horribles, il n'y a pas eu de geste aussi terrible envers un groupe de musulmans. Bon, alors, donc, la réflexion, elle doit être pour tout le monde. Et quand... Il y a beaucoup de gens qui sont incapables d'admettre que ça existe même, l'islamophobie, ou que c'est un problème. Et souvent... Peut-être qu'une commission n'est pas l'outil idéal, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de collectif qui doit se faire, une prise de conscience collective où tout le monde s'entend sur un constat? Mais longtemps, on a mis en doute le nationalisme québécois et on l'a associé à du rejet. Et la naissance du mouvement souverainiste moderne, ça a consisté beaucoup à avoir un nationalisme qui était justement ouvert, inclusif, etc. Et donc, le mouvement souverainiste a dû se défendre contre les attaques semblables. Et là, on dirait que
on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un dit peut-être qu'il faudrait examiner la question de l'islamophobie, on a un réflexe défensif qui consiste à dire mais non, on n'est pas intolérant. Non, pas probablement plus qu'ailleurs, peut-être moins, ou enfin, disons, dans la moyenne. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Vous devriez voir un certain nombre de courriels que je reçois après une tragédie comme celle-là. Mais vous vous demandez si on doit faire le constat de façon formelle, en fait. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Je crois qu'il est fait. Personnellement, je crois qu'il est fait maintenant. Je ne vois pas beaucoup de personnes, sauf des groupuscules qui refusent de reconnaître que dans cette société, que dans cette société, il y a des formes de xénophobie, de racisme et d'exclusion. Quelles sont ces formes? Quelles sont ces formes? Mais là, bon, et je crois fermement, moi, à l'action. Je veux dire, c'est que on parle, encore une fois, je faisais la liste tantôt de l'emploi. C'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait? M. Couillard a dit que tout ne se règle pas par des lois et des règlements. Il a parlé aussi de la meilleure connaissance des uns et des autres. Je souhaiterais, encore une fois, qu'on regarde à l'école, non pas seulement l'interreligiosité, si vous voulez, l'interreligion, mais qu'on regarde aussi la façon dont on amène les jeunes à comprendre l'histoire du monde, Ça permettrait aussi de mettre des barrières. Mais Lise, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que, vous le dites vous-même, on connaît déjà tous ces problèmes-là et on les connaît depuis un bout de temps. Et on les admet. Et on les admet, mais en même temps, on n'agit pas. Nos autorités, nos gouvernements n'ont pas agi. Moi, je crois qu'un plan d'action est rapidement nécessaire et qui doit être fait, d'ailleurs, par les partis de l'Assemblée nationale. Là-dessus, si on est capable de faire des actions non partisanes de temps à autre sur des problèmes extrêmement complexes, pourquoi pas se pencher là-dessus sans, à chaque fois, ressortir les différences entre les partis sur cette question-là. Tout le monde est réuni autour de cette horrible chose et on est capable de se réunir encore autour pour dire quelle sorte de plan d'action on pourrait faire, me semble-t-il. Le dernier mot, Yves. Oui, et comme dit Charles Taylor, si l'action, ça consiste à enlever des droits à des groupes minoritaires, mieux vaut pas d'action. Mais là, on a peut-être un moment, justement, où une certaine unité d'action, de consensus sur des enjeux fondamentaux peut s'exprimer. Alors espérons que on verra bien saisi. s'il y a vraiment un avant et un après attentat de mosquée contre la mosquée de Québec. Nous verrons, l'avenir le dira. Merci beaucoup, Lise Bissonnette, Yves Boisvert. Au revoir. Alors, voilà pour la première partie de Midi Info. Je vous invite à rester des nôtres. À compter de 13h, heure de l'Est, nous vous présenterons cette cérémonie qui se déroule à l'Aréna Maurice Richard de Montréal. À tout de suite. Ça m'a propulsée 27 ans en arrière. Moi qui essaye de refouler ça depuis des années, j'étais loin des spotlights pendant 20 ans pour essayer de gérer ma douleur et essayer de vivre avec et voir aller de l'avant et me tailler un chemin dans la société québécoise en tant que Québécoise, en tant que citoyenne canadienne à part entière, de confession musulmane. Vous venez d'entendre Asma Mansour, une femme qui a été blessée par balle dans le massacre commis par Marc Lépine à l'École polytechnique de Montréal. C'était il y a 27 ans. Une musulmane dont les blessures psychologiques se sont rouvertes après l'attentat contre la mosquée de Québec. L'attentat de dimanche a réveillé aussi de mauvais souvenirs pour la journaliste Francine Pelletier, qui avait été visée par des menaces du tueur de Polytechnique. Bonjour, Madame Pelletier. Bonjour. Vous avez écrit dans Le Devoir cette semaine qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Marc Lépine et le présumé tireur de la mosquée, Alexandre Bissonnette. Pas beaucoup de différence entre les deux tueries. Effectivement, ce sont d'abord le profil d'un ou de l'autre est extrêmement semblable. Deux jeunes hommes blancs de classe moyenne, relativement bien éduqués, que personne aurait pu commettre un crime pareil. Ce sont des tueurs de masse classiques, c'est-à-dire qui veulent
qui veulent se faire une belle jambe, qui veulent se rappeler dans l'opinion publique en créant un carnage. Et un a choisi les femmes et l'autre a choisi les musulmans, mais à 25 ans d'écart, c'est à peu près le même crime pour à peu près les mêmes raisons. C'est-à-dire que ce sont des hommes, des criminels qui s'inspirent de l'ère du temps. Le féminisme était dans l'ère du temps il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est toute la question de l'intégration des musulmans qui cause soi-disant problème à certains. Et c'est à ça qu'ils réagissent. Donc, c'est effectivement très, très semblable. Oui. Et ce que vous dites aussi de cela, c'est que le Québec a connu donc un massacre de femmes, un massacre de musulmans, et qu'on ne peut donc pas parler d'actes isolés. Oui, ce que je voulais souligner surtout dans cette chronique, c'est la tendance que nous avons ici au Québec de ne pas se sentir concerné. Je crois qu'il y a une grosse différence par ailleurs entre Polytechnique et ce qu'on vient de vivre dimanche dernier. Avec Polytechnique, il y a eu un déni qui a duré des années et des années par rapport à ce que ça a pris des années avant qu'on admette ouvertement qu'il s'agissait d'un crime contre les femmes. Aujourd'hui, on a admis tout de suite, et tout le monde applaudit d'ailleurs la réaction des politiciens, notamment M. Couillard. On a admis tout de suite que c'était un crime haineux contre les musulmans. Donc, au moins, on a fait du progrès de ce côté-là. Oui. Mais on a tendance à pas vouloir se sentir visé comme collectivité. Là aussi, je pense que... Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce côté ce côté angélique qu'on retrouve chez les Québécois, que j'expliquais, qui est vraiment selon moi, tributaire de l'histoire du Québec. C'est-à-dire que les Québécois francophones considèrent qu'ils sont les victimes de l'histoire. Vous savez, le « je me souviens », c'est on se souvient de la conquête, de la domination anglaise, etc. Et toute la question du nationalisme québécois, de la survivance du Québec en Amérique, qui est une espèce de miracle en tant que tel, ouvre la porte au même titre à être extrêmement frileux à tout ce qui pourrait menacer cette survivance. Et au Québec, notamment avec l'histoire qu'on a connue, non seulement de survivance, mais la Révolution tranquille, où on a l'impression qu'on a laissé tout le mauvais, qu'on a laissé toute la grande noirceur derrière nous, et tous les problèmes de religion derrière nous. Tout ça fait en sorte qu'on a l'impression que nous avons fait nos devoirs, nous sommes un peuple bon et accueillant, et l'histoire est là pour en témoigner, et on voit pas le côté frileux québécois. La personne avant vous que vous avez interviewée, des sanglots dans la voix, le disait, là, c'est difficile pour les étrangers, souvent, de se sentir partie intégrante. Mais ce que vous expliquez par l'histoire des Québécois, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est commun à bien d'autres peuples qui vivent l'immigration, qui accueillent des immigrants? Oui, mais vous savez, durant la fameuse débat sur la charte des dites valeurs québécoises, moi je connais plusieurs musulmanes qui ont décidé de quitter Montréal pour Toronto, là. Je veux dire, alors qu'on croyait qu'on faisait quelque chose en droite ligne avec la Révolution tranquille, c'est-à-dire la laïcité, de continuer à séparer l'État de l'Église, en fait, ça s'est avéré, tout cet exercice, un exercice de discrimination, notamment contre les femmes qui portaient le voile. Et ça devenait intenable et on ne le voyait pas. C'est une des belles choses qui se passe en ce moment. J'ai beaucoup apprécié les entrevues que vous avez faites avant moi, parce qu'on est en train de les découvrir, on disait, la communauté musulmane, pour la première fois, alors que ça fait des générations qu'ils sont là. On a vécu côte à côte, mais sans vraiment avoir une très grande intégration. Et c'est l'insécurité québécoise par rapport à la survivance nous fait, qu'on veuille l'admettre ou pas, fait de nous un peuple qui est un petit peu plus
sur ses gardes par rapport à l'étranger. Voilà. Mais diriez-vous que, en dépit de cela, il y aura un avant, il y a eu un avant et qu'il y aura un après attentat de Québec? Absolument. Et on le voit déjà. Et c'est là qu'on peut dire, oui, c'est vrai que le Québec est une terre d'accueil. C'est vrai que la grande majorité des Québécois sont tolérants et ouverts d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un nationalisme frileux, détestable qui existe et qui se fait entendre très souvent et trop souvent. Mais on voit et qu'on entend malheureusement à travers le monde aussi, en Europe, en France, en Allemagne, un peu partout. Oui, tout à fait. Mais là, il faut apprendre à se regarder dans le miroir. Et c'est une chose que je trouve que le Québec a encore du chemin à faire de ce côté-là. Francine Pelletier. Merci beaucoup, journaliste, documentariste, chroniqueur au Devoir. Merci. Au revoir. Merci.